Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle review de l'épisode 11 de la saison 4 de Shingeki no Kyojin. Allez, c'est parti! Avec cet épisode, on se rapproche de plus en plus de la fin de la saison et de l'annonce qui sera sans doute faite à propos de la suite de SNK lors de l'anime Japan 2021. Donc comme vous avez pu le voir, l'épisode commence sur une ruse de Gabi et Falco pour sortir de leur cellule. Dans cette scène, Gabi fait preuve d'aucune pitié et montre toute l'étendue de sa rage envers les démons insulaires. Grâce à ça, ils arrivent à s'évader de l'endroit où ils étaient prisonniers. À la suite de ça, retour sur Mar et plus précisément sur le camp de Revelio avec un gros plan sur Reiner. Sur cette scène, rien de très important, mis à part une chose qui, vous savez tout comme moi, revient quand même pas mal de fois. Ce sont les fameux cauchemars ou rêves. Encore une fois, on nous parle de cauchemars puis de rêves. Ici, bien évidemment, on est sur une scène tout à fait banale. Ici, Reiner se réveille de son combat et j'imagine que pendant son inconscience, il rêvait ou il faisait des cauchemars. Je souligne seulement le fait qu'Hajime Isayama semble beaucoup mettre l'accent sur ce sujet parce que clairement, il n'est pas à prendre à la légère. Après le générique, on revient sur Gabi et Falco qui, après une dispute, font une rencontre assez surprenante et très ironique. C'est la fille qui a sauvé Sasha dans la saison 2. Bien sûr, sur le moment, Gabi a cherché à l'éliminer par peur d'être réemprisonnée, mais ça, c'était avant que cette fille lui propose de la suivre chez elle afin de pouvoir aller manger. Après avoir suivi la fille, ils arrivent dans une ferme et à ce moment-là, Gabi et Falco font la rencontre du père et de la mère de Sasha Bros sans le savoir. Lorsque le père de Sasha a adressé la parole à Gabi, elle a reconnu l'accent des mares du Sud, ce qui l'a surpris à première vue. Je retiens votre attention encore 2 secondes et on enchaîne. Lorsque le père de Sasha a accepté d'héberger Falco et Gabi, il a parlé des écuries Bros. Et on a aussi pu remarquer que c'était quand même assez grand. Rappelez-vous, en saison 2, le père de Sasha parlait de vendre leur terre à l'État lorsque le mur fut attaqué avec pour but de nourrir les réfugiés. Si vous vous souvenez bien, à ce moment-là, il hésitait. Maintenant, avec l'acquisition de ces écuries, à moins qu'il la possédait déjà avant, on peut en déduire qu'il avait vendu ses terres dans la forêt, ce qui lui a permis de toucher une belle somme d'argent et donc ce qui lui a permis d'avoir cette écurie. Au même moment, on a une discussion entre le général Zaclé et Kiyomi, la représentante d'Izul, sur un mystérieux appareil de reconnaissance. Ce serait le premier avion alimenté par l'énergie de la roche explosive gelée et qui devrait servir à mesurer la puissance du grand terrassement. Par la suite, Fiegelry parle d'une évacuation de Shiganshina, donc si je comprends bien, le feu vert a été lancé pour le grand terrassement avec un essai à l'aide des titans dans le mur de Shiganshina. Pour ceux qui ont oublié, il faut savoir que Shiganshina est un simple district, c'est tout petit comparé au mur Maria ou au mur Sina par exemple. Et cette scène nous fait comprendre que Hansi et le gouvernement du nouvel empire Eldien n'a pas voulu tenir au courant la presse à propos du grand terrassement. Bien sûr, nous savons très bien pourquoi elle n'informe pas la presse, car comme elle le dit, dans un monde ouvert, la presse n'a plus le même poids et ce serait dangereux de divulguer leur plan d'attaque, ça nuirait à la réussite du plan. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'attroupement des journalistes et des membres de la société Reeves était dû à l'incompréhension à propos de l'enfermement d'Eren Yeager. Une info qui était censée être secrète mais qui a été divulguée sans autorisation par Holger, Wim, Louise et Modefrock. On comprend qu'ils ont fait fuiter cette information car ils veulent qu'Eren Yeager soit libéré, et pour ça ils apportent quelques arguments intéressants, où ils vont parler du sauveur des citoyens du nouvel empire Eldien et pensent même qu'il devrait diriger le pays. Après la discussion d'Hansi et Frock, on a un petit souvenir d'Hansi qui confirme encore cette fameuse théorie de la boucle infinie. À ce moment-là, elle se remémore les paroles de Jelsanes qui était la personne qui s'occupait de faire taire ce qui faisait trop de bruit à l'intérieur des murs. Je vous lis ça, notre rôle n'est probablement qu'un roulement perpétuel. Quand un de nous l'abandonne, un autre reprend immédiatement sa place. Bon courage, Hansi. Tout de suite après ça, on a Louise qui est emmenée au cachot par Mikasa, et pour ceux qui avaient oublié, Louise est la petite fille que Mikasa a sauvée lors de la saison 1, elle avait permis de libérer le passage bloqué par les Reeves à ce moment-là. Pendant la discussion entre Mikasa et Louise, des souvenirs refont surface chez Mikasa, les souvenirs du combat d'Eren pour sauver Mikasa de son enlèvement étant petite, et j'ai l'impression que ces souvenirs sont apparus lorsque Louise a fait le signe emblématique de SNK, donc le poing sur la poitrine. Ensuite, on retrouve Yelena et Pixis qui discutent d'un truc assez important. Pixis nous apprend qu'il y a 10 mois, le jour de l'inauguration du chemin de fer de Trost, le soldat chargé de leur surveillance a subitement été remplacé par Modefrock. Il faut aussi savoir qu'au beau milieu du banquet, il les a raccompagnés jusqu'à leur pension. Il lui dit aussi qu'il est aux arrêts pour divulgation d'infos et que la pension en question n'était qu'à quelques kilomètres de l'adresse d'Eren Yeager. Or, il semble que c'est à ce moment-là que Eren a commencé à faire cavalier seul. Maintenant, retour sur Gabi et Falco. Kaya leur propose de faire une pause de leur corvée et de venir déjeuner avec elle. Pendant ce déjeuner, on va tous pouvoir constater de la bonté de Kaya, sachant qu'elle sait très bien que ce sont des mares. À ce moment-là, on peut tous se rendre compte à quel point les mares sont entrées dans la tête de Gabi et à quel point ils lui ont ancré leur idéologie. Lorsque Kaya a avoué qu'elle savait que c'était des mares, Gabi a tenté de la tuer, mais en vain grâce à l'intervention de Falco. Heureusement qu'on peut compter sur l'intelligence, la bienveillance et surtout la compréhension de Falco. Après ça, Kaya emmène Gabi et Falco dans son ancienne maison, là où sa mère se faisait dévorer par un titan devant ses yeux. Arrivée à son ancienne maison, Kaya commence donc à leur raconter son histoire et finit en leur posant 2 questions. Pourquoi les gens en dehors des murs nous haïssent autant, et qu'est-ce que ma mère avait fait pour autant lui en vouloir? En réponse à Kaya, Gabi va bien évidemment ressortir son charabia et surtout son seul argument, mais après on peut pas lui en vouloir parce que c'est comme ça qu'on lui a enseigné depuis toute petite.
Mais tout ça n'explique toujours pas pourquoi la mère de Kaya s'est fait dévorer et Kaya commence à perdre patience et lui repose la question. Dans cet épisode, Kaya va rappeler une chose fondamentale à Gabi, une chose dont Gabi n'a jamais daigné y réfléchir. Cette chose fondamentale que Kaya va apprendre à Gabi, c'est que même si ses ancêtres ont commis des actes irréparables, aucun de ses descendants devrait être puni pour ces actes sous prétexte qu'ils sont de la même engeance, car la personne en question n'est tout simplement pas la même et n'est donc pas responsable même si les crimes sont atroces. Si on réfléchit bien à la situation et qu'on lui donne un exemple, c'est comme si on faisait une bêtise et qu'on se faisait punir, mais qu'au passage toute ta famille se faisait punir parce que justement ils font partie de ta famille. Falco explique ensuite à Kaya que sa mère est un dommage collatéral dû à la mission de reconnaissance faite par les guerriers Mar. Après avoir appris la vérité sur les causes de la mort de sa mère, Kaya avait l'air d'être un peu plus apaisée. Ensuite Falco lui demande comment elle s'est sortie de la situation avec le titan. Elle lui explique que c'est une fille un peu plus âgée qu'elle qui l'a sauvée presque à main nue. À la fin de cette scène, on comprend tout de suite pourquoi Kaya est une si belle personne avec un cœur si pur. Elle nous dit qu'elle s'est promis de devenir comme celle qui l'a sauvée. À ce moment-là, on comprend qu'elle parle de Sacha. Et quelle ironie du sort qu'elle vienne en aide et qu'elle discute avec celle qui lui a ôté la vie. Pour finir, on va parler de la scène post-générique et on va revenir un instant du côté de Mar. On apprend que le capitaine Magat a découvert que Sieg a fait une mise en scène pour se faire passer pour mort afin de rallier les forces de Paradis. Il est aussi au courant de l'existence des mercenaires. Le capitaine Magat nous apprend très rapidement aussi que l'opération Terre Brûlée sera lancée par la coalition sur l'île d'ici là 6 mois, on parle bien de l'île de Paradis. Mais Reiner fait part de son point de vue et lui propose d'attaquer sans plus attendre, sans la coalition car Sieg ne s'y attendra pas. Juste avant de terminer, je voudrais vous dire 2-3 trucs. Très franchement, pour moi, c'est un des meilleurs épisodes de SNK. Pourquoi? Il y en a qui vont me dire il y a trop de blabla et peu d'action. Moi, je vous dis ça parce que c'est un épisode qui est dans l'écriture un des meilleurs. Il touche le sens profond de cette œuvre, c'est un épisode qui reflète la pensée de l'auteur à propos de notre monde, car certaines scènes font très clairement le parallèle avec notre réalité. Certes, c'est un épisode où il y a peu d'action et beaucoup de blabla. Gabi est très énervante, mais ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que l'attitude de Gabi représente la pure réalité. Elle représente l'attitude ou le comportement de beaucoup de gens dans notre monde. Comme elle a été manipulée, certaines personnes de notre monde se font manipuler. Ils ont fait en sorte de lui ancrer profondément une façon de penser qui n'est pas la sienne de base. Une dernière chose, l'auteur cherche en fait à nous faire comprendre que parfois il se passe des choses qui n'ont pas de sens, comme par exemple ici la mort de la mère de Kaya, et que c'est parfois la cruauté dans le monde dans lequel nous vivons qui en est la cause. Ça me fait beaucoup penser à Naruto et le cercle vicieux de la haine. Donc voilà, moi je termine là-dessus, j'espère que la vidéo vous plaira, on se dit à la semaine prochaine pour la suite, allez ciao ciao.